peut comprendre Platon. Il peut comprendre Aristote. Si vous lui racontez l'histoire d'un homme qui posait des questions tellement dérangeantes qu'on l'a condamné à mort pour cela, là je parle de Socrate, bien entendu. Si vous l'enseignez ainsi à un enfant, il va comprendre, il sera en mesure lui-même à son tour d'aller l'enseigner. C'est ça que j'appelle l'incarnation de la connaissance. Un enfant de 6 ans ne peut pas lire un traité d'économie politique. Il peut comprendre la valeur, il peut comprendre l'échange, il peut comprendre le pouvoir, il peut comprendre donc l'inégalité. Si vous lui montrez comment fonctionnent les marchés à travers des situations qu'il vit lui-même tous les jours. C'est dans cette optique que nous avons développé l'application Neurolex à Simo University qui apprend des concepts avancés aux enfants dès le bas âge, avec un système de prêt et d'emprunt de monnaie virtuelle, avec intérêt et tout le reste. Ce n'est pas de la simplification, c'est de la contextualisation. Et la différence est la même qu'entre éteindre un feu et l'allumer. La différence est la même, absolument la même. Maintenant, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je veux davantage vous parler de mon fils maintenant. Je vais vous parler de mon fils maintenant. Bradley a 6 ans. Il a 6 ans. Et je vais vous dire quelque chose que je ne dis jamais pour commencer. Je ne vais pas vous dire qu'il est exceptionnel. Je ne vais pas vous dire qu'il est un génie. Je ne vais pas vous dire qu'il est un enfant miracle. Pour l'unique et simple raison qu'il n'est absolument rien de tout ceci. Absolument rien. Je vais vous dire qu'il est un enfant normal, un enfant ordinaire, un enfant qui aime jouer, qui fait des bêtises, qui a des caprices, qui se fatigue, qui a peur parfois. Même s'il connaît le sens de la témérité, de l'intrépidité. C'est un enfant comme les vôtres. Un enfant comme les autres. La seule différence, c'est ce à quoi il est exposé. Ce à quoi il a été exposé. Et quand et comment. Quand et comment. Quand, comment et quoi. D'accord? Là réside la différence, l'unique, si tant est qu'il en existe. Depuis ses premières années, on ne lui a jamais dit que quelque chose était trop difficile pour lui. On ne lui a jamais présenté le monde comme un endroit dont il faudrait attendre la permission pour explorer. On lui a posé des questions, des vraies questions. On l'a laissé raisonner. On l'a exposé aux mathématiques, non pas comme une contrainte scolaire, mais comme un langage. Le langage de la logique pure. Le plus beau langage que l'humanité ait jamais inventé. Et ça, je le pense viscéralement. Alors, aujourd'hui, il résout des systèmes d'équations à 3 inconnus. Il fait des mathématiques beaucoup plus avancées que ça d'ailleurs. Il parle de logarithmes, il parle de fonctions exponentielles. Il débat de philosophie, il identifie et nomme des figures de rhétorique pendant qu'il les utilise. Il parle de neurosciences dans ses propres mots. Il est en mesure de l'enseigner à d'autres enfants. Pas parce qu'il est différent de votre enfant ou de l'enfant que vous avez été à cet âge-là. Point du tout, hein. Mais parce que personne ne lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire. En réalité, ils ont essayé parce qu'ils
il est passé par le même système. Et très rapidement, des mesures correctrices ont été prises. Voilà ce que la théorie de l'esprit souverain dit sur le potentiel. Elle dit que le potentiel n'est pas rare. Il n'est pas réservé à une élite génétique. Il n'est pas distribué aléatoirement par la nature à quelques enfants chanceux. Mais alors, point du tout. Le potentiel est universel. Ce qui n'est pas universel, c'est l'environnement qui permet de le déployer. Le potentiel est universel. Mais point nul est l'environnement qui permet de le déployer. D'accord? La distinction est fondamentale. C'est là que la théorie devient politique. Parce que la question de l'environnement n'est pas une question pédagogique, c'est une question de justice. C'est une question de justice. Pourquoi certains enfants ont accès à des environnements qui nourrissent leur souveraineté intellectuelle et pas d'autres? Pourquoi la richesse du monde des idées, la philosophie, la logique, la rhétorique, les mathématiques profondes, est-elle réservée aux enfants des élites qui ont les moyens de payer des tuteurs, des écoles alternatives, des programmes spécialisés? Eh bien, parce que dans le système actuel, l'épanouissement intellectuel est un luxe et non point un droit. C'est un luxe et pas un droit. Et ça, c'est inacceptable. C'est écœurant. Pas émotionnellement inacceptable, mais philosophiquement inacceptable. Parce que si nous acceptons que le potentiel humain est universel et que sa suppression est systémique, alors, cette suppression est une injustice structurelle de premier ordre. Il faut que les gens le comprennent. Parce que ceci, ça me met vraiment en colère. Cette injustice n'est pas moins grave que d'autres injustices que nos sociétés ont finalement décidé de combattre. Pas moins urgente, pas moins documentée. J'en s'en faut d'ailleurs. Elle est juste moins visible. Parce qu'elle se passe dans des salles de classe, silencieusement, légalement, avec les meilleures intentions du monde. Et souvenez-vous qu'ainsi est pavé l'enfer. Passons maintenant au troisième principe de l'esprit souverain. Nous avons parlé de l'exposition plutôt que de l'enseignement, la compétence avant l'âge. L'enfant est un interlocuteur et non point un réceptacle. Ceci est le troisième principe. Il y a une distinction fondamentale en philosophie de l'éducation entre deux modèles. Vous avez Paulo Freire, pédagogue brésilien, qui l'a formulé dans une clarté dévastatrice dans sa pédagogie des opprimés. Je dis bien, la pédagogie des opprimés. Il appelle le premier modèle l'éducation bancaire. L'éducation bancaire. L'enfant est comme une banque vide. L'enseignant est le déposant. Le savoir est donc la monnaie. N'est-ce pas? On dépose, l'enfant mémorise, on vérifie au moment de l'examen que le dépôt est intact. Voilà ce que l'éducation fait exactement dans sa forme dominante. L'éducation bancaire. Freire oppose à ça l'éducation conscientisante. Un mot l'éducation conscientisante. Je vais peut-être vous
faire un peu de... vous permettre d'avoir des informations. Je vais enlever ça. Donc, on a donc parlé de l'éducation bancaire. Donc, Paulo Freire, philosophe brésilien.